merci d'être venus si nombreux. En plus, un quart d'heure à l'avance, c'est très impressionnant pour moi. Dans le sud de la France, c'est l'inverse. Quand je donne un séminaire de vision artificielle, il n'y a presque personne qui arrive un quart d'heure après. Alors, l'image que vous voyez là, c'est quelque chose que je vous expliquerai tout à l'heure. Ça correspond à une synchronicité que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis dit, c'est pour vous. Parce que d'habitude, je rechigne à parler de mes propres synchronicités. Mais celle-là, elle est vraiment tellement parlante et facile à résumer que... Bon. Alors, non, pas tout de suite. Donc, saviez-vous que nous vivons dans une prison de haute sécurité? Qu'est-ce que c'est qu'une prison de haute sécurité? C'est une prison à l'intérieur d'une prison. On a un petit peu des preuves qu'on vit dans une prison de haute sécurité, puisque on vit au milieu des terroristes, par exemple. Les terroristes sont en liberté, etc. Bon. Et effectivement, dans les prisons de haute sécurité, les détenus, ils rencontrent d'autres détenus qui ne sont pas faciles à vivre, etc. Bon. Alors, à quoi correspond cette prison de haute sécurité? Ça correspond au fait que nous vivons dans une prison que j'appelle le parc de la pensée, à l'intérieur d'une prison que j'appelle le territoire de la pensée. En fait, pourquoi le territoire de la pensée? Le territoire de la pensée, c'est le territoire du mental. Nous sommes tous emprisonnés par notre mental. Je pense que beaucoup parmi vous doivent s'intéressent au développement personnel, à la synchronicité, toutes ces choses-là, comprennent ce que je veux dire. Et donc, la prison du mental, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Mais a priori, la prison du mental, c'est pas quelque chose qui implique, disons, des croyances très particulières. C'est quelque chose, donc, le simple fait de vivre, le simple fait d'être incarné dans un corps, nous oblige à subir la prison du mental. Sauf qu'en particulier, aujourd'hui, en Occident, nous sommes dans une prison à l'intérieur de cette prison du mental, qui est le parc de la pensée, parce que nous sommes soumis à ce qu'on appelle un paradigme, qu'on appelle souvent le paradigme matérialiste. Et ce paradigme matérialiste correspond à ce que j'appelle un parc, et on nous empêche de sortir du parc, parce que, soi-disant, c'est dangereux à l'extérieur. Alors il y a le mur du hasard, le mur du déterminisme, le mur de la causalité et le mur du matérialisme. Bon, je caricature un peu, mais si on passe le mur du déterminisme en descendant parmi l'une des deux failles, la faille du chaos ou la faille quantique, on aboutit dans la vallée de l'ésotérisme qui mène à l'océan du New Age, et là vous avez des petits bateaux qui récoltent des réfugiés en les faisant payer. Si vous passez, c'est facile de passer le mur en haut, le mur du matérialisme, vous allez vers la chaîne des dieux, mais vous tapez le marécage de la conscience et vous n'arrivez jamais à traverser le fleuve, comment je l'appelle ce fleuve, et là vous avez un tas de campements. Donc bon, c'est toutes les religions, y compris la religion transhumaniste. À gauche, vous avez la colline des paradoxes, autrement appelée colline des mystères. C'est pour tous les psychologues qui se font parachuter sur donc cette colline-là, tout le paranormal. Et puis à droite, vous avez tout ce qui concerne, il y a un petit peu de paranormal dedans, enfin les perceptions extrasensorielles, les divinations, y compris les synchronicités, y compris les signes, les signes. C'est-à-dire toutes les projections qu'on fait, les gens qui font du tirage de cartes, les gens qui font... toutes les personnes qui utilisent le hasard pour prévoir des choses pour les gens. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie, il est tout à fait normal que nous ayons une science qui nous dit non, tout ça c'est des conneries. Bon, sauf que le problème, c'est que on laisse tomber des pépites. Forcément, il y a des pépites à l'extérieur du parc de la pensée. Mais aujourd'hui, on a vraiment du mal à y aller. Donc moi, j'ai trouvé un chemin
j'ai débroussaillé. Et voilà, j'en parlerai plus en détail dans mon troisième livre qui va sortir dans 6 mois, qui sera une aventure dans le territoire de la pensée en une douzaine d'étapes. Là, on va très rapidement brosser cette affaire. Je voulais juste vous parler des implants psychiques qui nous obligent à rester dans le parc de la pensée. Ce sont des trucs qui sonnent, des sonneries dès qu'on sort par une des sorties. Il y en a 10. Il y a 10 sorties pour sortir du parc. Et en fait, ça correspond à ce que j'ai appelé les 10 commandements de la pseudo-science matérialiste. La pseudo-science matérialiste qui a un dieu qui s'appelle le hasard, qui a 2 démons qui s'appellent le démon de Maxwell et le démon de la place, reconnus comme les 2 démons, qui ont exactement la même fonction que Satan et Lucifer. Bon, ça, je vous l'expliquerai dans une autre conférence. 4 piliers, qui sont les 4 piliers dont je viens de vous parler, qui sont les fondements de la science, et 10 commandements de croire que dans le déterminisme, ce que j'appelle le néo-créationnisme, le fatalisme, le matérialisme, l'objectivisme, le passéisme, le darwinisme, le transhumanisme, le réductionnisme, le scientisme. Donc ce sont toutes les croyances scientistes. Hein. C'est l'idée que la nature est sans but et sans la moindre finalité, que l'univers est né d'une explosion originelle, que tout ce qui arrive est le résultat de la causalité, donc du passé, que la conscience est un produit du cerveau, l'idée que la réalité est indépendante de nos états de conscience, que le passé ne peut plus être modifié, que l'évolution de la vie est due à la sélection naturelle du plus fort, que nous sommes des machines que la technologie peut améliorer, que la mémoire, les intuitions, les visions et même notre identité sont issues de notre cerveau et que tous les phénomènes inexplicables sont des illusions ou des hasards. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais tout est faux. Voilà. Personnellement, j'ai la certitude que tout est faux et je mets au défi n'importe quel académicien, physicien, zététicien, etc., d'argumenter avec moi, de m'apporter les arguments pour me montrer qu'une seule de ces 10 affirmations est vraie. Ce sont simplement des croyances qui se sont installées parce que pendant un certain temps, on a cru que la science allait nous permettre de tout comprendre, sauf que il est arrivé le chaos, puis la quantique, puis tout un tas de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis finalement, au moment où on s'est aperçu que pas mal de ces choses-là devaient forcément être fausses, on avait déjà bâti une science très cohérente avec plein d'équations, etc., qui marchait très bien, et on ne peut pas tout foutre en l'air comme ça, c'est pas possible. Hein. Le problème, c'est que, en fait, il y a beaucoup de physiciens qui disent que c'est la crise. Hein. C'est pas que la crise financière. Aujourd'hui, on est dans une période de l'histoire qui est une crise généralisée dans tous les domaines. C'est officiel en science. Hein. Les plus grands physiciens nous parlent de la crise de la physique. Tout le monde nous parle de la crise de la physique. Carlo Rovelli, qui est un prix nobelisable, carrément, nous dit que la science est devenue schizophrène. Étienne Klein nous dit qu'il est urgent de bricoler une théorie de l'espace-temps qui nous sorte justement de cette schizophrénie. Et donc, les physiciens sont déçus d'avoir trouvé le boson de Higgs, parce que s'ils ne l'avaient pas trouvé, ou trouvé quelque chose qui correspondait mal, ça leur a permis de remettre en question tout le modèle de ce qu'on appelle le modèle standard. Et ils sont déçus parce qu'en fait, ils savent que la physique est mal fondée. Bon, parce qu'on n'arrive pas à expliquer l'énergie noire, on n'arrive pas à expliquer la matière noire, il y a une dizaine de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, le problème de l'antimatière, etc. On a un énorme problème. Bon, il y a 2 grandes théories qui marchent à merveille, qui démontrent que la science c'est quelque chose de merveilleux, mais qui n'arrive pas à s'entendre. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail. Et donc, on dit que c'est la crise, alors que la physique a fait des progrès énormes, des progrès fabuleux, mais qui ne sont pas acceptés. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi ces progrès ne sont pas acceptés. D'une part, depuis 1982, c'est la date de la fameuse expérience d'Alain Aspect,
donc, qui a démontré ce qu'on appelle, qui a résolu le problème qu'on appelle le paradoxe EPR et qui démontre que la mécanique quantique est juste, c'est-à-dire que notre réalité est non locale et indéterministe. Alors, indéterministe, ça veut dire qu'on ne peut pas calculer le futur. La réalité n'est pas parfaitement déterminée. Nous sommes confrontés à un multivers d'informations, c'est-à-dire que tout ce qui est possible peut arriver. Voilà. On a découvert que le vide n'était pas vide, qu'il était plein d'informations et qu'il contenait infiniment plus d'informations que notre réalité. On a démontré que, c'est la théorie d'Einstein, la relativité, mais aussi ça a été démontré dans la pratique grâce aux horloges atomiques. On a démontré que le futur nécessairement existe déjà, au moins partiellement. Et on a démontré ce qu'on appelle la non-localité, c'est-à-dire que deux particules a priori indépendantes peuvent être corrélées alors qu'elles sont à des distances astronomiques et qu'il n'y a pas de relation de causalité entre les deux, c'est-à-dire que tout se passe comme si elles étaient connectées. Bon. Ça veut dire qu'on a démontré que les 4 murs qu'on a érigés pour nous maintenir dans le parc de la pensée étaient tous faux. Voilà. Et on a démontré que nous sommes tous reliés finalement à des informations invisibles qui, du coup, appartiennent soit à l'infiniment petit dans le premier cas, soit au vide dans le second cas, soit au futur dans le troisième cas, soit à l'extérieur de l'espace-temps dans le quatrième cas. En fait, tout ça c'est pareil. Tout ça c'est pareil, qu'on appelle le vide, tout ce qu'on veut. C'est la même chose. Le problème, c'est qu'on a la physique aujourd'hui, on n'a pas les modèles pour remplacer. On n'a pas les modèles pour expliquer ces sources d'informations. Donc, on garde ce qu'on a. La physique marche très bien, elle permet de développer des technologies fantastiques. Le problème, c'est que notre vision du monde est faussée. Parce que notre vision du monde, elle est bâtie à partir de la vision avec les 10 croyances dont je vous ai parlé, entre les 4 murs. Donc, il faut trouver une solution. Et la solution que, personnellement, je propose, mais je ne suis pas le seul, enfin, le fait de dire que notre univers est un univers d'information et non pas un univers d'espace, de temps et de matière, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est reconnu par tous les physiciens, tous les grands physiciens, enfin bon, les jeunes physiciens qui travaillent sur la gravité quantique, etc. Plus loin, même Stephen Hawking, spécialisé trous noirs. Le modèle holographique de l'univers, qui vient notamment de l'étude des trous noirs. Les gens qui travaillent sur la théorie des cordes, qui s'aperçoivent que l'information, que l'espace n'existe pas en dessous d'une certaine taille, d'une certaine distance qui est égale à 10 puissance moins 35 mètres. Le principe, et tout ce qui est démontré par contre expérimentalement en haut, ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui limite la quantité d'informations à partir d'une certaine... c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer le produit entre l'incertitude sur la vitesse et l'incertitude sur la position d'une particule, enfin un peu de choses près. Est forcément supérieur à une certaine valeur. Et le principe de Launder, donc ça c'est plutôt au niveau macroscopique, toutes ces 5 choses, donc qui sont soit des résultats d'expériences bien pratiques, soit des théories qui sont reconnues, nous disent la même chose, c'est-à-dire que la densité d'informations dans l'univers est limitée. Ça, retenez ça. D'accord ? Je veux dire, bon, jusque-là, je suis en train de faire un état des lieux. Donc, il y a un moment donné où je vais commencer à parler de mes idées, mais jusqu'à maintenant, je vous fais l'état des lieux. D'accord ? Donc, cet état des lieux nous amène à considérer, rien n'est absolument certain, mais ce que je veux dire, le consensus actuel, c'est la densité d'informations dans l'univers est limitée. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas zoomer sur l'infiniment petit sans avoir un problème à un moment donné où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'informations. D'accord ? Par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Alors, pourquoi ? C'est bizarre ? Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bizarre, mais logique. Ça vient du fait que l'espace, le temps et la matière n'existent pas. Ce sont des illusions. D'accord ?
Alors le plus caractéristique, c'est pour l'espace. L'espace a 5 bugs. Il est déformable, c'est-à-dire qu'il est courbé par la lumière. Enfin, il est courbé par la masse. Donc la lumière est courbée par la masse. Pourtant, c'est la lumière qui définit la ligne droite. Il est troué par les trous noirs. Et quand on dit troué par les trous noirs, c'est pas la matière qui s'engouffre dans un trou noir, c'est l'espace lui-même. La matière n'a pas vraiment de problème dans un trou noir. Hein, il y a un petit problème de spaghettisation et encore on n'est même pas sûr. Quand toute la matière s'effondre au centre d'un point, apparemment, en passant à ce qu'on appelle un horizon, à travers un horizon, à partir duquel même la lumière ne peut pas revenir, on n'est pas sûr que la matière a des problèmes. Hein, par contre, on est sûr que l'espace, lui, s'engouffre là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, franchement? L'espace est pixelisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la densité d'information est limitée. C'est comme quand vous regardez un écran de télévision, vous ne pouvez pas avoir plus qu'une certaine précision, plus qu'une certaine résolution. Et la matière est en vibration. Non, pardon. Mais la matière aussi, d'ailleurs. L'espace est en vibration. C'est n'importe. Il n'y a pas d'espace. Il n'existe pourtant pas d'espace qui pourrait servir de référence à un espace qui vibrerait et l'autre, il ne vibre pas. Non, non. En fait, l'espace est en vibration, c'est à cause des équations. Hein. C'est un problème mathématique, c'est difficile à concevoir. Je vais vous donner la solution. Hein. Et l'espace est non local. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un objet peut être à la fois à un endroit et à un autre de l'espace. Enfin, en tout cas, c'est une façon de le résumer un peu trop vulgarisé, mais un objet peut être présent à plusieurs endroits de l'espace simultanément, au moins pour différentes facettes. Et donc, la matière ne peut pas exister puisqu'elle existe dans l'espace, parce que ça tombe bien, elle n'existe pas puisqu'elle est faite de vide. Et le reste, c'est des vibrations comme l'espace. C'est-à-dire que la matière, c'est de l'espace. Sauf que les vibrations de la matière sont des vibrations stationnaires. La différence entre la matière et l'espace, c'est que l'espace vibre, ou alors il ne vibre pas. Et quand il vibre et qu'en plus c'est stationnaire dans le temps, ça se fige, ces vibrations se cristallisent en quelque sorte, et ça devient de la matière. Et enfin, le temps que la mécanique n'existe pas, parce que le futur est déjà réalisé, au moins en partie. Alors comment est-ce qu'on... Et le vide, par contre, qu'on croit être vide, c'est un océan d'information, c'est un océan d'énergie-information, parce qu'en physique, l'énergie et l'information, on se rend compte que c'est lié. Et donc ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que notre réalité. Alors ce dont on est absolument certain, c'est que notre réalité est une illusion. Ça, tenez-le aujourd'hui, je ne vous raconte pas d'histoire. Notre réalité est obligatoirement une illusion. D'accord? C'est-à-dire que c'est une illusion qui est créée par la conscience, même pas le cerveau, puisque le cerveau c'est de la matière, que c'est lui aussi, ça fait partie de ce qui est une illusion. Donc notre réalité est une création de l'esprit ou de la conscience. On fait appel à la théorie de la simulation, donc ça c'est le film Matrix par exemple, où l'univers est de dire que l'univers est un hologramme. Bon, ça c'est un petit peu plus politiquement correct, mais bon, ça ne mène pas très loin. Où l'univers est bel et bien, nous vivons dans une caverne de Platon, ça c'est sûr et certain. Ça c'est obligatoire, puisque c'est une métaphore. Hein. La caverne de Platon, c'est juste une métaphore qui nous dit que la réalité est une illusion, que en fait nous vivons les véritables informations qui nous permettent de nous construire cette perception de la réalité qu'on a, n'existe pas telle qu'on les perçoit. Et moi je pense que c'est une caverne qui se déplace, donc j'utilise souvent la métaphore du sous-marin, c'est-à-dire que c'est une caverne de Platon en déplacement à l'intérieur d'un océan quantique et on ne voit pas la surface, d'un océan, pardon, qui est le vide, et on ne voit pas la surface, et le sous-marin est télécommandé. Et on ne sait pas qui le télécommande. Et notre réalité, par contre, ce qu'on sait maintenant, la tendance actuelle en physique, c'est que notre réalité est un multivers. Sauf que comme les physiciens sont restés, la majorité des physiciens, parce qu'ils veulent garder leurs équations, forcément. Et donc,
la tendance actuelle est, pour les physiciens, à cause de la conservation du déterminisme, de nous enfermer dans une prison, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord que tout ce qui est possible peut arriver. Les plus grands physiciens français, américains nous disent que nous vivons dans un multivers, c'est-à-dire que toutes les versions de nous-mêmes qui pourraient agir différemment se trouvent dans des univers séparés. Alors ils veulent les séparer parce que sinon leurs équations elles merdouillent. Donc eux ils peuvent décrire que des univers dans lesquels on n'a pas le droit de changer d'univers. D'accord ? Même le plus grand physicien français qui n'est pas d'accord avec la version des univers séparés, il dit que le multivers, il est dans le vide, il est pas, on n'a pas affaire à des univers qui se trouvent au-delà de l'horizon cosmologique. On a affaire à une superposition d'univers, c'est-à-dire une superposition de réalités dans lesquelles on pourrait vivre toutes les alternatives possibles de nos vies. C'est-à-dire, par exemple, j'ai exactement la même vie, j'ai un double, j'ai exactement la même vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui, mon double fait autre chose. Ça crée un univers qui se trouve, selon Max Tegmark, à la distance de 10 puissance 29 mètres d'ici. D'accord ? Ça vous montre comme quoi même les plus grands physiciens sont tellement attachés à leurs équations que ça les fait complètement délirer. Alors, je vais vous... Donc, à partir de maintenant, je vous parle de ma théorie, qui est, à mon sens, beaucoup plus... Enfin, mais c'est ma théorie, hein, attention. C'est le grand n'importe quoi de Guillemot, hein. Bon. Qui, à mon sens, est beaucoup plus rationnel que toutes les théories qu'on peut vous proposer sur le marché de la vulgarisation scientifique, y compris de la part des personnes que je respecte le plus en France et que je cite souvent en conférence. Donc là, j'ai la prétention, et je suis sûr de moi, de vous proposer une théorie qui est nettement plus... qui colle nettement plus aux résultats de la physique que toutes les théories du multivers dont vous pouvez entendre parler. Donc, le vrai multivers qui existe véritablement dans notre réalité, c'est l'extraction de l'information qui crée notre réalité à partir d'un univers d'information qui se trouve dans ce qu'on appelle le vide. Et en réalité, la totalité de l'information qui se trouve dans le vide, c'est ce qu'on appelle un arbre de vie, d'après moi. Et là, j'ai représenté un arbre à branches cylindriques pour que vous compreniez mieux ce qui va suivre. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, tout se passe comme si... Donc là, la question est de savoir comment passer d'une branche de vie à une autre. Alors justement, si j'ai choisi un arbre, c'est justement pour dire oui, on peut passer d'une branche de vie à une autre. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, j'aurais pu ne pas faire ma conférence, et il n'y a pas besoin de créer un univers à des distances astronomiques pour créer le Philippe Guillemot qui ne l'a pas fait. D'accord ? C'est juste qu'il existe bien deux univers. Un univers dans lequel je fais ma conférence qui est vécu, et un univers dans lequel j'ai pas fait ma conférence qui n'est pas vécu. Mais il était là. D'accord ? C'est juste ça la nuance. Donc comment se représenter une des branches cylindriques. Alors une des branches cylindriques, c'est comme un tunnel qui oriente de vos pas tout le reste de votre vie. D'accord ? C'est-à-dire que... Alors je sais que c'est un petit peu difficile, mais là on représente quelque chose qui a besoin d'au moins 5 dimensions et qui en a 10 en fait, sur un papier à 2 dimensions. Hein. Donc on est obligé de faire des efforts, je suis obligé de vous demander de faire des efforts. C'est-à-dire que vous avez bien, à un moment donné, une vie future qui est parfaitement déterminée et déterministe. C'est-à-dire qu'elle est tracée. C'est comme les sillons de Castaneda. Hein. À un moment donné, si rien ne change, s'il n'y a pas d'évolution de votre état de conscience, votre vie, elle est parfaitement déterminée, ou alors si elle change, c'est à cause des autres. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit libre, forcément elle change sa vie, donc elle change la vie des autres. La question est de savoir si votre libre arbitre est réel ou illusoire à ce moment-là. Mais normalement, si tout le monde est... Normalement,
une population qui vit dans le parc de la pensée ne peut pas faire bouger son tuyau. C'est pas possible. Puisqu'on devient tous mécaniques. On finit tous par avoir une vie rangée, on n'évolue pas, on consomme, etc. Et tout est ordonné, il y a même des terroristes, mais c'est prévu d'avance, etc. Enfin voilà. Donc un tunnel qui ne bougerait pas, les tunnels qui ne bougent pas, c'est les tunnels qui se trouvent dans le parc de la pensée. Alors pourquoi ce truc peut bouger? Parce que, en fait, cette réalité, elle est plongée dans un vide qui est en fait sujet à des fluctuations quantiques du vide. D'accord? Et ces fluctuations quantiques du vide, ça ressemble à une mer avec des vagues. D'accord? Ça ressemble vraiment. On appelle ça... Alors comme les physiciens ne veulent pas la bouger, ils ne veulent pas que cette mer bouge, mais ils reconnaissent l'existence des vagues, ils appellent ça une mousse. Mais bon, ça existe. D'accord? Et donc, si on accepte de faire bouger la mer qui existe réellement, c'est un océan avec des irrégularités qu'on appelle des fluctuations quantiques, bah forcément ce tunnel qui flotte à l'intérieur, il interagit avec cet océan et il bouge. D'accord? Et ça veut dire quoi? Étant donné que nous avons l'impression, que ce soit réel ou illusoire, d'avoir un certain libre arbitre, j'ai choisi de venir à cette conférence, j'aurais pu ne pas y aller. Demain, vous avez un programme, vous pourriez ne pas le faire. Vous avez tous l'impression que vos intentions sont reliées à ce que vous allez faire. D'accord? On se fiche de savoir si vous ayez un libre arbitre ou pas. D'accord? Vos intentions peuvent très bien dépendre de votre futur. Ou alors votre futur peut dépendre de vos intentions. On ne sait pas, on s'en fiche. Toujours est-il que si ça bouge, ça crée forcément des intentions des nouvelles intentions qui vont correspondre à votre nouvelle destination. D'accord? J'essaie de conserver le fil du raisonnement. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui les physiciens travaillent, mais avec des modèles qui ne prennent pas en compte le fait que ça peut bouger parce qu'ils ont besoin d'un deuxième temps. Or, ils sont déjà en train d'enlever le premier temps. Le problème de la physique actuelle, c'est qu'on n'a plus besoin du temps pour décrire ça. Alors, on ne va pas enlever un temps pour en remettre un. D'accord? Bon, mais ça, c'est pour ça la raison pour laquelle ils n'introduisent pas un deuxième temps. Pour pouvoir introduire un deuxième temps, il faut utiliser une approche par la physique de l'information qui va décrire les choses inévitablement de manière plus qualitative, de manière cybernétique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un marionnettiste, donc un réseau de neurones, on va utiliser un marionnettiste qui va mettre ses fils sur le boudin et qui va faire bouger le boudin avec ses fils. D'accord? Ça, moi, je sais le faire. Les physiciens, ils ne peuvent pas. Les matheux ne savent pas mettre en équation des marionnettistes qui font bouger ce boudin-là. Voilà la raison pour laquelle la physique ne s'engage pas là-dessus. Et le problème, alors on va me dire, oui, mais bon, ça vient de la mécanique quantique, etc., ça vient de tout ce qu'on a l'infiniment appris, l'infiniment petit nous apprend, et les sceptiques vont dire, ça c'est valable que à l'échelle microscopique, mais c'est pas valable à l'échelle macroscopique. Et moi, je vous affirme que c'est valable à l'échelle macroscopique, que je n'ai pas besoin de la mécanique quantique pour le savoir et pour le déduire. Je vous affirme qu'on peut retrouver toutes les notions fondamentales de la mécanique quantique, toutes les bizarreries de la mécanique quantique, alors je vais vous en citer 3, la non-localité, l'indéterminisme et l'intrication. On peut retrouver peut-être pas toutes, mais les bizarreries les plus importantes de la mécanique quantique en étudiant le billard, c'est-à-dire en faisant de la mécanique normale, en faisant des chocs entre boules. Mais simplement pour s'en rendre compte, il faut utiliser des billards et mettre vraiment plein de boules dedans, des centaines, des milliers, et il faut calculer plein de chocs, ce que font jamais les physiciens, évidemment. Ça paraît ridicule, parce que tout le monde pense, mais à quoi ça sert de faire des calculs de billard? Et quand vous faites des calculs de billard, vous vous rendez compte que la physique, elle a
oublié un problème fondamental, c'est qu'il y a une perte d'information dans les interactions. Ça vient du fait qu'un billard est chaotique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une interaction, il va y avoir une dispersion qui va faire que vous allez avoir besoin de plus de précision sur les conditions initiales pour pouvoir continuer de faire vos calculs. Vous imaginez bien que si vous avez par exemple utilisé une précision par exemple de 10-5, de 10-10, allez. 10-10, vous faites des calculs, au bout d'un certain... non, vous ne l'imaginez peut-être pas. Bon, allez, une précision de 1 pixel, vous faites des calculs, ah mince, à un moment donné, là, vous n'arrivez plus à cause de la dispersion due aux interactions, vous n'arrivez plus à conserver la précision de vos boules à 1 pixel près, il y a une indétermination qui apparaît. C'est l'indétermination qu'on appelle souvent l'effet papillon. On appelle ça l'effet papillon, c'est l'effet qui correspond à ce qu'on appelle les systèmes chaotiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du battement d'aile du papillon qui, en Australie, peut provoquer une tornade à New York. Enfin bon, je ne sais pas, on peut inventer ce qu'on veut. Ça, c'est une façon de caricaturer un peu un problème qui a été mal compris par la physique moderne, qui a été mal compris par notre secteur académique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un bug. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette affaire-là. Il y a un véritable bug qui vient du fait qu'on ne sait pas le gérer, ce bug, sans se débarrasser des équations, et on ne peut pas se débarrasser des équations en physique. C'est toujours le même problème. Donc, alors ce billard-là, c'est très très important. Vous allez comprendre, c'est la clé de la synchronicité. Mais là, je vous donne des explications rationnelles. Alors, que se passe-t-il dans un billard au bout d'un certain temps du fait que, c'est-à-dire que vous pouvez prendre, j'ai fait un calcul avec 500 boules, je crois. J'ai fait un calcul avec 500 boules en donnant par extrapolation, parce que je ne peux pas, parce que les ordinateurs n'ont pas une précision suffisante, mais je peux, c'est quelque chose que j'ai oublié d'ailleurs. J'ai donné une précision à mes boules qui est équivalente à la longueur de Planck, c'est-à-dire 10 puissance 35, moins 35 mètres. C'est-à-dire la précision de mes boules. Mes boules étaient localisées à 10 puissance moins 35 mètres près. Je me suis rendu compte que j'ai été obligé d'arrêter les calculs au bout d'une trentaine de chocs seulement en moyenne par boule. Parce qu'il n'y a plus d'informations. Bon. Donc, au bout d'un certain temps, le billard s'arrête, les calculs, vous êtes obligé de les arrêter, parce qu'il apparaît un multivers de possibilités. Et ce multivers de possibilités, le nombre de possibilités, a une croissance exponentielle. C'est-à-dire que ça croît exponentiellement avec le nombre de boules, avec le nombre de chocs, ce qui fait que extrêmement rapidement, vous arrivez à un nombre de trajectoires possibles qui devient tellement élevé que vous pouvez même choisir les conditions finales de votre billard. Et ça, c'est l'énorme problème de la physique. Il y a des grands physiciens qui se rendent compte aujourd'hui que l'énorme bug de la physique vient du fait qu'on n'utilise pas les conditions finales. C'est-à-dire que si en mécanique, on introduit suffisamment de délai entre les conditions initiales et les conditions finales, on est obligé de choisir non seulement les conditions initiales, mais de choisir les conditions finales. Alors évidemment, si le délai n'est pas suffisant, on va pouvoir en choisir pas toutes, mais au bout d'un certain temps, on arrive à les choisir toutes. Et si on continue à attendre, vous êtes obligé de choisir non seulement les conditions initiales et les conditions finales, mais vous êtes obligé de choisir le chemin par lequel il faut passer pour les relier. Et il finit par y en avoir une quasi-infinité, très rapidement, à cause de la croissance exponentielle. Ce qui fait que, pour décrire notre futur, pour décrire ce que j'appelle notre ligne temporelle, notre tunnel de vie, on a besoin de 6 dimensions supplémentaires. On a besoin de 3 dimensions supplémentaires pour décrire le point par lequel il faut passer de manière à connaître les conditions finales. Ce point, ça a 3 dimensions. Et on a besoin de 3 dimensions supplémentaires pour décrire le point par lequel il faut passer, le chemin
qu'on va prendre. C'est-à-dire que la physique a besoin de 6 dimensions supplémentaires pour décrire précisément ce qui se passe dans l'espace-temps. Or, la théorie des cordes a découvert qu'on avait besoin de 6 dimensions supplémentaires. Et aujourd'hui, la plupart des physiciens de la planète, il y a même plein de physiciens qui se plaignent du fait que la théorie des cordes a un immense succès. Ça fait des 20-30 ans que les physiciens travaillent sur la théorie des cordes. Et c'est un scandale parce qu'ils n'arrivent pas à faire mieux, mais ils y croient toujours. C'est parce qu'elle est tellement belle, que la théorie des cordes, elle est tellement esthétique, et ce qui se passe lorsqu'on rajoute 6 dimensions est tellement merveilleux que, et moi je suis un matheux, qu'un matheux ne peut pas croire qu'il n'y a pas une réalité là-dessous. Il y a forcément une réalité sous le fait que la théorie des cordes simplifie merveilleusement la physique lorsqu'on rajoute 6 dimensions. On ne sait pas ce qu'elles signifient, ces 6 dimensions. On ne sait pas quelle est leur interprétation. Moi, je vous donne leur interprétation. Je propose une interprétation. Il y a 3 dimensions supplémentaires qui servent à définir le chemin. Et il y a 3 dimensions qui servent à définir la destination. Alors ça, je vais y revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des informations, parce qu'on vit une seule réalité. Donc votre futur, il est éternié maintenant. Il y a des informations qui sont rajoutées dans votre futur, on ne sait pas par qui, d'accord, mais qui déterminent votre réalité maintenant, qui peut changer. Et donc, la théorie que je propose, bon ben là je la parachute un peu vite parce que je voulais parler de certaines choses, c'est une théorie qui consiste à dire que la réalité se crée du futur vers le présent. D'accord? Alors ça, c'est très facile à comprendre. Si vous imaginez que le futur est déjà réalisé, d'accord? D'accord, le présent est là, le futur est déjà réalisé, il n'est pas là. Le fait de dire que le présent, il bouge vers le futur, ou de dire que le présent est fixe et le futur bouge vers le présent, c'est pareil. On est d'accord? Tout est relatif. Le fait de dire que j'avance dans un sous-marin qui me crée ma réalité, qui existe déjà, ou de dire je suis fixe et ma réalité future avance vers moi, c'est la même chose, d'accord? C'est pareil. Donc simplement cette représentation-là va me permettre d'introduire plus facilement tout à l'heure le mécanisme des synchronicités qui s'explique par le fait que nos intentions créent dans le futur des effets qui deviennent les futures causes d'effets dans le présent. D'accord? On n'a même pas besoin d'avoir un libre arbitre pour ça. On peut rester dans le cadre strict de la mécanique déterministe. À partir du moment où nos lignes temporelles bougent dans le futur, ça peut créer ce genre d'effet qui est la source des coïncidences. Je rajoute à l'attention des spécialistes que ma conception de la manière dont un multivers fait pour arriver dans le présent, c'est quelque chose qui permet de comprendre qualitativement, intuitivement. Moi, je n'ai pas les équations, par contre, je ne suis pas assez expert pour trouver les équations qui décrivent ça. Je pense que non seulement le temps, mais la gravité pourraient être produits par l'action conjuguée de la conscience dans le futur. Donc l'intention, on verra que l'intention, il faut la capter dans ce cas-là. Et l'observation dans le présent, la conscience, c'est quelque chose un modèle que j'ai présenté en 2012 à une association qui m'avait invité en présence d'académiciens. J'avais avec moi 5 académiciens et j'ai présenté cette théorie où je propose qu'on comprenne la réalité du futur qui rentre dans le présent comme quelque chose dans lequel intervient la conscience, nos intentions dans le futur qui est là. On verra plus tard comment ça marche. Et notre attention et intention. L'attention, c'est ce qui va permettre de cristalliser le présent. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre que les dernières possibilités que vous avez de vivre quelque chose, il peut y en avoir encore 2 au dernier moment, par exemple, ou 3. Il faut faire attention pour saisir la bonne. Et l'intention qui
qui va la créer, mais ça je vais presque trop vite déjà. Alors oui, il faut que j'explique pourquoi la mécanique est compatible avec le libre arbitre. Qu'il soit illusoire ou réel, on s'en fiche pour l'instant. En fait, la conscience ne peut pas détenir un vrai libre arbitre du fait qu'il y a deux densités dans lesquelles une conscience peut vivre. Si vous prenez le trajet d'une boule de billard, et imaginez que vous soyez la boule, et que votre conscience vous permet de voir tous les chocs que vous allez avoir. Eh bien, votre conscience ne pourra pas avoir le moindre libre arbitre, parce que tout ce qui va vous arriver à tout moment sera complètement mécanique, parce que vous ne verrez pas la perte d'information. Vous n'aurez même pas l'illusion du libre arbitre. Imaginez maintenant que vous êtes la même boule, mais vous avez une conscience qui fait que ce que vous vivez, ce n'est pas tous les détails des chocs, mais le trajet rouge. C'est-à-dire que vous êtes capable de percevoir, on va dire, une trentaine de chocs en une seule perception. C'est comme nous, par exemple, quand on regarde la télévision, on regarde un film, on le voit fluide, alors qu'il est saccadé, il est à 25 images par seconde, 50. Enfin bon. On ne voit pas, on ne perçoit pas le fait que les images qu'on regarde à l'écran sont des images qui nous arrivent à 30 images secondes environ. On a l'impression que c'est fluide. Eh bien, la boule de billard qui est à la place de la ligne rouge ne perçoit pas une trentaine de chocs, elle en perçoit un seul, admettez. Et bien dans ce cas-là, la boule rouge aura l'impression d'avoir un libre arbitre, comme nous, le même que le nôtre. Parce qu'elle aura l'impression d'être contrainte, mais elle aura quand même l'impression petit à petit, bon, je vais essayer d'aller là, ah, mince, je vais par là, bon, je vais aller par là, et puis finalement, elle va réussir à aller à destination. Ça, c'est notre situation à nous. Alors ça veut dire que le temps commence à être dilaté, c'est-à-dire que nous, on vit dans une densité de la conscience qui nous permet de percevoir quelque chose qui se produit au niveau de la seconde. Maintenant, imaginez que, au lieu de vivre dans cette densité-là, vous vivez dans une densité dans laquelle une seconde équivaut à un jour. Si vous remplacez une seconde par un jour, ou une seconde par 30 jours, vous allez vivre toute votre vie en une journée. Chose comme ça, ou en une heure. Bon, nous, ce qu'on a l'impression de faire, on sait ce qu'on va faire pendant l'heure qui vient, ou on sait ce qu'on va faire pendant les 24 heures, pendant les 24 heures qui viennent. Vous le savez. Et bien, si vous vous mettez à la place de la ligne verte, je sais que je vais dans le coin supérieur gauche. Et si vous vous mettez à la place de votre vie, donc de votre soi, vous savez que vous allez mourir à tel moment. C'est déjà prévu. Mais de toute façon, le futur existe déjà, donc il y a forcément une entité d'information. Restons dans le domaine de l'abstrait. Votre mort, la date de votre mort, ou la date où vous allez réussir à atteindre le summum de votre carrière, ou la date où vous allez avoir un petit-fils, ou n'importe quoi, tout ça, ça existe déjà, c'est bien déterminé, peut-être pas avec une précision énorme, probablement pas à la précision où on vit, nous, d'habitude, mais c'est déjà déterminé. Il y a une partie de vous, on ne sait pas qui le voit, ça, qui le vit. Parce que c'est déjà déterminé, il y a une entité, on ne sait pas si c'est une partie de vous qui le vit. Mais moi, j'essaye de rendre compte de quelque chose qui va nous intéresser tout à l'heure d'un point de vue mécanique. Sinon, on ne peut pas faire de pont entre la physique et la spiritualité. Et donc, je résume ça en disant que la conscience ne peut pas devenir un vrai libre arbitre. On ne peut pas. Parce que soit on est à la place du type qui se trouve dans le présent, de nous, de la nôtre, et on peut juste faire le choix du chemin sans trop savoir si on va arriver à destination, soit on se met à la place de la partie de nous-mêmes. On ne sait pas si on est connecté, hein. Mais on a le droit de l'appeler la partie de nous-mêmes, puisque ça régente quand même tout ce qu'on va faire. Hein. Ça nous appartient un petit peu. Hein. Et on ne peut pas vivre dans la même densité, on ne peut pas vivre dans une densité où on vit les choses à la seconde et dans une densité où on vit les choses à 20 au mois, au jour, j'en sais rien. Et donc la conclusion de ceci, c'est que je dis que notre réalité doit être décomposée en 3 densités d'information à cause des 6 dimensions supplémentaires de l'espace-temps. Ça implique de décomposer notre densité en 3 densités d'information. La densité d'information qu'on connaît, qui est physique,
que la physique étudie, qui est les 4 dimensions de l'espace-temps, 3 d'espace de temps, la densité dans laquelle on vit, qui est la densité de la conscience, où on ressent que la mécanique est contraignante, on a quand même l'impression d'avoir un certain libre arbitre, peut-être ça se réduit à pas grand-chose, mais quand même, moi je pense que c'est plus quand même. Et puis, ou alors la densité dans laquelle, eh bien, il y a une disparition de la mécanique. Et ça, c'est très très important de comprendre que la mécanique commence déjà à ne plus pouvoir vous empêcher de faire ce que vous voulez, même dans notre situation à nous. Mais si vous êtes à la place, alors ça c'est quelque chose qu'on peut calculer, c'est-à-dire que si vous avez, si la boule de billard, bon, elle vit en une seconde 30 chocs, enfin elle les voit comme un seul choc, c'est parce que au bout de 30 chocs, il reste encore un lien entre les conditions initiales et la boule. Mais si vous remplacez ces 30 chocs par des milliers, il n'y a plus aucun lien entre la boule et les conditions initiales. La boule se retrouve en densité tellement dilatée qu'elle va directement, par la pensée, à ses conditions finales, parce qu'il n'y a plus aucune contrainte mécanique. Notre soi, qui est cette entité, je le définis comme ça, notre soi, qui est cette partie de nous-mêmes qui détermine notre destination, n'a absolument aucune contrainte mécanique parce qu'il vit en temps dilaté, sans aucune contrainte mécanique. Bon. Tout ça, ça doit quand même respecter la physique, ça doit quand même respecter le fait que notre futur existe déjà, et il faudrait savoir, soit on vit à l'intérieur d'un tunnel, soit ce tunnel n'existe pas, et c'est un arbre de vie. En fait, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous vivons à l'intérieur, notre tunnel, il a une certaine position à l'intérieur de cet arbre de vie, donc et à un moment donné, il peut basculer. D'accord ? C'est-à-dire que nous conservons à tout moment un futur qui est parfaitement déterminé. D'accord ? Alors, il y a 2 manières dont notre futur peut changer. Il y a une première manière en conservant nos conditions finales, c'est le point rouge là en haut. Donc ça veut dire que par exemple, tout ce que vous allez faire, par exemple dans une semaine est parfaitement déterminé, sauf un truc qui peut changer pendant la semaine. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui vous avez un futur qui est parfaitement déterminé pour la semaine prochaine et même pour cette semaine, et puis paf, dans 1 heure, parce que vous avez reçu un coup de fil, et bien finalement, votre programme va changer demain entre 15h et 16h. Et ça ne va rien changer au reste. C'est ce que j'appelle une commutation de ligne temporelle. Je tiens un peu n'importe quoi comme exemple, mais voilà. Une commutation de ligne temporelle, ça veut dire que votre futur change à un endroit, mais juste à cet endroit. Voilà. Mais vous pouvez imaginer que de proche en proche, comme ça, à force que ça commute là, et en général, ce qui se passe, c'est que, bon, tiens, là, je vais faire ça, hop, ok, ça change rien. Puis là, vous êtes rappelé que vous allez faire ça, donc, ben, vous allez faire autre chose, etc. Et à force d'accumuler les changements de comportement, c'est-à-dire les changements d'habitude, à un moment donné, vous créez de gros changements dans votre vie. Voilà. Et donc, il y a 2 cas à considérer, suivant la tranche de temps qu'on considère. Il y a le cas où on ne change pas le reste de notre vie, mais on change notre façon de vivre. D'accord ? Donc ça peut être une façon de vivre qui nous emmène au même endroit, mais elle peut être joyeuse, ou alors elle peut être malheureuse. D'accord ? C'est-à-dire qu'on conserve peut-être, probablement encore, le choix du chemin. Notre libre arbitre peut encore exister dans le choix de la manière dont nous allons vivre notre vie, malgré le fait que nous allons vers la même destination. Alors, comment est-ce qu'on peut s'imaginer nos intentions, notre soi, en train de créer notre futur, en train de contribuer à déterminer notre futur ? Supposons qu'il y ait une partie de nous-mêmes qui se trouve dans les 3 dimensions les plus élevées, donc dans la densité de la plus élevée, et qui détermine, on sait que ça existe, enfin moi, c'est ce que je pense. On est dans la physique spéculative. Je représente la chose de cette manière-là. Je représente, ça fait 3 ans que je le représente comme ça en conférence, je représente le futur en train de se créer,
et qui contient toutes les graines qu'on y a mis, c'est-à-dire toutes les pensées, les émotions qu'on a constituent des graines qui vont déterminer la nature de ce qu'on va vivre dans le futur. Tant qu'elle n'arrive pas dans le présent, elle continue à tourner en rond comme ça. Elle ne rentre jamais dans le présent. Il y a les projets à très long terme qui ne vont jamais se réaliser, ou à long terme. Ensuite, il y a les projets qui peuvent commencer à devenir crédibles parce que vous êtes intègre par rapport aux intentions, elles vont commencer à rentrer dans le tourbillon. Le tourbillon, c'est quoi? C'est un tourbillon dans lequel on met toutes les intentions de tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez obtenir un poste dans telle société ou président de la République, il ne peut pas y avoir 36 présidents de la République, il peut y en avoir qu'un. Donc là, imaginez que ce tourbillon, c'est tous les concurrents. Donc il y a besoin d'un tourbillon pour mettre en concurrence toutes les intentions de tout le monde, et toutes celles qui ne sont pas réalisées, elles continuent à tourner ad vitam aeternam. Jusqu'à arriver au présent, et plus ça s'approche du présent, et plus ça rentre dans une chaîne de causalité qui fait qu'il n'y a plus qu'une seule réalité possible. Alors je suis en train d'écrire un troisième livre, qui devrait s'appeler Le Pic de l'Esprit, qui est à la fois un roman, une aventure, une autobiographie, etc., dans lequel j'essaye d'expliquer ça. Là, il n'y a pas de tout ce que j'explique. Il y a encore un aspect extrêmement important, c'est comment est-ce que l'information fait pour remonter du présent vers le futur, puisque je vous ai dit qu'elle descendait du futur vers le présent. Ça, je ne vous le dis pas ce soir, parce que je le garde pour le troisième livre. Bon. Donc, en résumé, la théorie que je propose consiste à dire que donc, les synchronicités ou les coïncidences, il y a une nuance, d'accord, sont créées par nos intentions, mais il y a quand même deux cas à différencier. C'est le mécanisme des coïncidences qui peuvent nous arriver sans qu'on en voit aucun, sans qu'on en comprenne le sens, d'accord. Donc, il ne faut surtout pas chercher à comprendre le sens, d'accord. Par contre, c'est anormal. C'est-à-dire que ça défie les lois de la causalité. Alors si ça défie les lois de la causalité, c'est que c'est dû à la rétrocausalité. C'est-à-dire que ça vient du fait que ce qui n'est pas déterminé par le passé est déterminé par le futur. Parce qu'en plus, la rétrocausalité crée de l'ordre, alors que la causalité crée du désordre, problème d'entropie, etc. Et donc, je résume le mécanisme des coïncidences de cette manière-là. J'ai mis sur mon site web, mon ancien site web, une page web qui explique bien que ça ne fait même pas intervenir le libre arbitre, cette histoire-là. Par contre, mais c'est peut-être pas forcément le libre arbitre, le mécanisme des synchronicités, à partir du moment où il nous apporte une information à laquelle on est sensible, c'est-à-dire que ça vient nous apporter une information qui nous est utile, qui peut même changer notre vie, ça veut dire que non seulement il se produit un phénomène qui a extrêmement peu de chances d'arriver, d'après les lois du hasard, mais en plus il vient de nous apporter une information cruciale. Enfin, vous connaissez Jung et son scarabée, sa patiente qui avait besoin de faire un progrès sur elle-même, etc. Et donc là, je dis, ça vient du fait que nous avons déposé des intentions dans notre futur qui ont rétroagi dans notre présent. Et alors, c'est une théorie évidemment, qui est falsifiable, parce que bon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je fais des expériences, j'ai même un contrat avec le CNRS pour faire des expériences avec des industriels dans le domaine du marketing, pour essayer de démontrer ça. Enfin, on peut falsifier cette théorie, c'est pas comme la théorie des cordes. Hein. Un jour, moi je pense dans quelques années, ou dans quelques décennies au pire, la théorie de la double causalité sera démontrée. J'en suis presque certain. Bon, j'y crois en tout cas. Cette théorie, elle implique l'existence de l'âme. Hein? Qu'est-ce que c'est que l'âme? Et la science sera obligée de reconnaître l'existence de l'âme. Il suffit de définir l'âme d'abord. L'âme, c'est quelque chose que l'on considère tous comme une extension immatérielle de nous-mêmes. Hein? On considère que c'est quelque chose qui survit à la mort. On considère que c'est quelque chose qui n'est pas exclusivement mécanique, n'appartient pas à la mécanique, et qui nous aide à nous maintenir vivants. D'accord? C'est-à-dire on considère que c'est quelque chose, là ce sera plutôt la partie inférieure de l'âme, parce que je la décompose en deux parties,
qui nous aide, qui nous permet de rester vivants. C'est-à-dire que, et justement, il y a quatre aspects là, qui sont des caractéristiques de l'âme. Si on demande à la science de nous répondre, est-ce que selon cette caractéristique ça existerait, ben on a oui à toutes les réponses. On a absolument besoin que le vivant soit complémenté par un système d'information qui n'est pas exclusivement mécanique, à cause de l'indéterminisme, à cause de la perte d'information dans les interactions, à cause du fait que dans nos cellules, les molécules ne savent pas où aller. D'accord? À cause d'un tas de... Bon, et là, il y a Marc-Henri qui vous fera un excellent discours, et qui vous démontrera que, au niveau cellulaire, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais moi je suis, parce que je n'ai pas vérifié ses calculs, mais en tout cas je suis séduit par son approche, qui nous dit qu'il y a un comportement quantique, d'accord, à cette échelle-là, qui dit comportement quantique, ça veut dire qu'il y a des informations qui passent de la réalité quantique à la réalité physique, et ce sont justement les informations dont on a besoin et qui nous manquent. Selon Roger Penrose, la conscience, quand elle réduit les états quantiques, ça veut dire que elle passe d'une configuration où dans notre corps ou dans notre cerveau, il y a plusieurs possibilités simultanées de ce qui va arriver, à une configuration où une seule possibilité arrive, et c'est là que l'information rentre. Bon. Ça, c'est en allant chercher la mécanique, mais je vous ai expliqué qu'avec le billard, nous sommes quoi? Nous sommes des organismes dans lesquels il y a des myriades d'interactions, il y a des pertes d'informations, on a besoin d'un complément d'information. Donc ça, c'est clair et net. On a besoin d'un complément qui n'est pas exclusivement mécanique. Extension immatérielle, oui. Pourquoi? Parce que ces informations, elles nous viennent non plus de la densité physique, mais de la densité quantique. Elles nous viennent du vide. Enfin, voilà, il y a plusieurs sortes de vide. Hein. Il y a le vide quantique qui est plein d'informations, il y a l'ultra-vide, où il y a encore des fluctuations, mais bon, comme l'information vient du vide, c'est pas matériel. Survie après la mort, oui, parce que l'information quantique, elle est en dehors de l'espace et du temps. Aujourd'hui, les physiciens aboutissent clairement à la conclusion que l'information quantique se trouve en dehors, est indépendante de l'espace et du temps. Donc le curseur du temps n'a pas d'effet sur elle. Et enfin, une fonction négantropique de régulation du vivant, oui, parce que les biologistes, les biologistes ont remarqué, fait des études, on a remarqué que l'être vivant, l'être humain en particulier, les animaux, ont une capacité inexpliquée à maintenir leur entropie faible. Ils sont même capables de faire des prouesses à ce niveau-là. Maintenir leur entropie, ça veut dire maintenir leur ordre. Hein, c'est-à-dire que normalement, la mécanique voudrait que n'importe quel système dynamique complexe évolue vers le désordre. Or, on a observé que dans le cas des êtres vivants, la possibilité d'évoluer vers l'ordre existe parce qu'on leur donne de l'énergie, mais ça ne donne pas le mécanisme. Le mécanisme, c'est le fait de manger, hein, pour arriver à se maintenir, par exemple, de boire, ne donne pas le mécanisme par lequel le corps arrive malgré tout à maintenir son entropie. Et donc on a démontré l'existence de ce principe-là, mais il reste totalement inexpliqué. Donc on a à nouveau une réponse oui sur cette question-là. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce sont des arguments supplémentaires que je vous donne. Parce que moi, mon principal argument, quand j'ai écrit La Route du Temps, c'est de dire que la mécanique a besoin de 6 dimensions supplémentaires. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ces 6 dimensions supplémentaires, bon, il y a de plus en plus de physiciens qui les amènent, les autres n'osent pas trop le dire, parce qu'on ne sait pas démontrer, en dehors de la théorie des cordes, qu'elles existent. La théorie des cordes n'est d'ailleurs pas démontrée. Moi, je vous ai expliqué tout à l'heure comment je les démontrais, comment je les amène, en tout cas intuitivement. J'ai même une publication scientifique en cours de soumission là-dessus. Et il est maintenant temps de parler de la synchronicité qui donc fait intervenir l'âme.
La première partie de l'âme, c'est votre conscience. Mais votre conscience, c'est pas votre conscience, on va dire, c'est votre conscience, pas votre corps physique. C'est votre conscience d'être conscient, c'est votre sensation d'être libre, d'être maître de vos choix. C'est l'ensemble de vos conditionnements. La conscience, c'est tout ce qui vous permet d'agir au jour le jour dans la vie. C'est-à-dire vos croyances, vos pensées, ce qui est dans le domaine du mental et dans le domaine de l'émotionnel, vos ressentis, vos jugements, plutôt enfin, tout ce qui est du domaine de la sphère sociale. On a besoin dans la vie de s'intégrer socialement. Votre conscience est liée aussi à la conscience collective. C'est ça qui crée l'ensemble de nos conditionnements. Donc ça, c'est la partie de la conscience qui peut parfaitement vivre en ignorant totalement, donc c'est la partie consciente. Hein? Alors, on pourrait définir l'âme comme notre partie inconsciente, d'accord? Mais on a besoin de définir déjà notre partie consciente comme étant différente de notre corps physique. Donc si on considère l'âme comme étant l'interface entre l'esprit et la matière, l'âme a bien 6 composantes décomposées en 2 parties. Maintenant, il y a des gens qui vont dire que l'âme, non, c'est uniquement cette partie inconsciente qui correspond au subconscient. Ils peuvent. Moi, je donne simplement une définition qui fait intervenir non pas 2 densités, 2 niveaux de la conscience, mais 3 niveaux de la conscience. C'est pour ça que je donne à l'âme 2 entités. D'ailleurs, vous verrez, il y a 2 entités. Enfin, bon, j'explique pourquoi ces 2 entités, le moi et le soi, existent bien, et qu'il n'y a pas de raison de dire l'âme c'est l'une et pas l'autre. Hein, donc je prends les 2 entités dans ce qu'on appelle l'âme. Et donc cette deuxième partie, elle est inconsciente, c'est ce qu'on appelle le subconscient, à ne pas confondre avec l'inconscient. Et donc, voilà, et donc dans mon livre La route du temps, j'explique comment je suis arrivé à établir un protocole qui finalement m'a permis de provoquer des synchronicités absolument époustouflantes, et comment, en analysant, c'est la lecture du livre Dialogue avec l'ange qui a tout déclenché chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en recherche d'un protocole pour savoir comment j'allais commander à cette partie immatérielle de moi-même qui allait provoquer des synchronicités. Et donc, voilà. Et j'ai osé faire une demande à l'univers. Faire une demande à ce qu'on appelle l'ange, on va l'appeler le soi. Il faut faire un travail sur soi d'abord. On ne peut pas demander la réponse à une question ou la solution à un problème, la réalisation de ses rêves comme ça, sans quelques préalables. Le préalable le plus important, c'est de se déconditionner le mental, un peu, ne serait-ce qu'un peu, pour ensuite arriver à identifier son être intérieur. Et l'intérêt de faire une demande, c'est qu'on n'a pas besoin d'être complètement déconditionné. C'est ça qui est génial. On n'a pas besoin d'être complètement déconditionné pour commencer à avoir des résultats. C'est-à-dire qu'au départ, on est encore un bourrin, on est sur le chemin, mais on est encore nul, quoi. D'accord ? Et l'important, c'est d'être authentique. C'est-à-dire de vraiment vouloir se trouver soi. Donc si vous rentrez dans ce processus-là, et que vous osez prendre des risques, sortir des sentiers battus, etc., accepter de changer, ce qui sont les 3 choses les plus difficiles, et bien vous allez avoir des résultats. Et après, donc vous allez recommencer. Moi je vous dis, c'est à vous d'expérimenter, vous ne devez surtout pas me croire. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, à part la partie scientifique, jusqu'au moment où j'ai dit « après, c'est moi », ça, vous pouvez le croire. Et ce que je vous dis maintenant, il ne faut surtout pas le croire. Mais il faut l'expérimenter. Vous ne pouvez pas provoquer de synchronicité si, inconsciemment, vous êtes en train de, finalement, si vous restez dans votre conditionnement et que finalement vous pédalez dans la choucroute, c'est-à-dire que vous avez l'illusion de créer un nouveau futur, et c'est juste une illusion. Il faut se mettre réellement dans la situation de pouvoir créer un nouveau futur. Les meilleures conditions, ce sont les conditions dans lesquelles on est en vacances et on a la possibilité d'expérimenter. Et il faut se débarrasser des 3 prisons. La prison du mental, 3 prisons sociales. Hein. Elles sont sociales. La prison du mental, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de conserver des croyances. La prison de l'émotionnel, on est sans arrêt en train de conserver des jugements. Et la prison de l'ego, je ne suis pas quelqu'un qui peut faire ceci. Vous voyez, on est tous coincés, quoi. On est tous coincés, on n'ose pas être
différent, on n'ose pas accepter de changer. Donc, le lâcher-prise, le détachement et la confiance sont les trois les trois choses qu'il faut creuser, ce sont des efforts à faire pour arriver à se débarrasser de la pollution du mental, de l'ego et de l'émotionnel. Ça se traduit dans le cas de la confiance, d'accepter à sortir des sentiers battus, parce que si vous faites des choses, si vous errez, il va falloir accepter que vous erriez. Si vous allez à un endroit où vous n'avez pas du tout d'habitude, vous allez vous demander mais qu'est-ce que je fous là? Non, il faut le faire en étant zen, quand même, avoir confiance. Si vous êtes dans le mental encore à vous demander ah mais là il se passe quelque chose, là quelqu'un vient vers moi, qu'est-ce que je fais? Alors que c'est une invitation, peut-être à une conversation, je sais pas. Lâchez prise, d'accord? Et si vous vous retrouvez à un endroit, à force de faire le con, vous êtes, je sais pas, dans un bar ou n'importe où, une soirée, et vous n'êtes pas du tout dans votre milieu habituel. Et donc vous êtes obligé de vous comporter différemment. Et votre ego vous dit, mais non, mais tu peux pas... Ouais. Vous voyez? Donc acceptez de changer, d'accord? Vous ne pouvez pas faire l'expérience de la synchronicité sans ces trois conditions-là. Enfin, moi, en tout cas, si, c'est ce que je dis. Enfin, vous pouvez au moins faire des demandes, il y en a la réponse, mais je suis en train de vous donner les meilleures prérogatives. Voilà. Et donc, l'indice que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous ressentez, suivant le canal privilégié que vous avez réussi à ouvrir, si c'est plutôt au niveau du mental, etc., soit vous ressentez directement de la joie, soit vous ressentez de la foi, soit vous ressentez l'intuition. Tout ça, ce sont des choses qui vous guident. La foi vous permet de vous guider sur le sentier qui va vous mener à la synchronicité. L'intuition vous donne déjà de l'information, ou en tout cas vous dit, en présence d'un tel, tu fais ceci, cela. Et la joie, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de juger, de réfléchir, etc. Ça y est, vous êtes parfaitement centré. D'accord? Donc ça, c'est... Donc il faut quand même faire attention. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui peut être aisément classé dans le discours New Age. D'accord? Dans le discours, la loi d'attraction, etc. Bon. Alors moi, évidemment, je m'inscris en faux par rapport à tout ça. D'accord? Il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir. Il n'y a qu'une seule chose qui est parfaitement rationnelle scientifiquement. Quelque chose que la physique nous invite à considérer tout à fait sérieusement. Et je ne suis pas le seul physicien qui le dit. Il y a d'autres physiciens très sérieux, mais je ne vais pas l'emmerder à chaque fois qu'on sait son nom, qui disent que on doit envisager sérieusement la possibilité que nos pensées et nos émotions configurent maintenant notre futur dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut l'envisager sérieux. C'est rationnel. C'est rationnel, c'est même vital. D'accord? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça à comprendre et ça nous mène à l'authenticité, à la responsabilité et à l'intégrité. Qui va dire que c'est un comportement d'illuminé? Je suis en train de vous parler uniquement de faire des choses qui vous mènent naturellement sur le chemin de l'authenticité, de la responsabilité, parce que vous prenez conscience que vous êtes responsable de vos pensées et des émotions, parce qu'elles ont des conséquences, et de l'intégrité, parce que effectivement, si vous n'êtes pas intègre avec qui vous êtes, vous allez envoyer un peu n'importe quoi, de la bouillie dans votre futur. Pour arriver à ça, à cette authenticité, etc., il faut commencer par guérir de tous nos blocages, d'accord? Et moi, la chose la plus importante que la vie m'ait apprise, sans faire de la physique, hein, d'accord? Je suis toujours à la recherche du mécanisme de comment ça marche. J'ai pas mal d'intuition à ce niveau-là, mais j'ai remarqué que tout ce qu'on voit de négatif à l'extérieur, en particulier chez les autres, nous invite à prendre conscience de son équivalent intérieur. Ça, c'est ce qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école. D'accord?
tous nos politiciens, toute nos sphères médiatiques, tous nos journalistes, enfin tous nos élites, toutes les personnes que vous appréciez, que vous respectez, etc., ont un problème avec ça, qui font qu'ils entretiennent la haine, ils entretiennent le désaccord, ils entretiennent, etc., etc. Alors qu'à chaque fois qu'on ressent un problème, à chaque fois qu'on n'aime pas quelqu'un, ça veut dire qu'on a exactement le même problème la plupart du temps, ou en tout cas quelque chose qui résonne avec ce problème-là. Ça, je vous le garantis, ça c'est vraiment... Mais je ne sais pas le démontrer. Moi, ce que je sais démontrer, c'est le début, mais on ne peut jamais démontrer ça complètement, il n'y a jamais de preuve absolue. Et donc, ce que je dis, c'est attention au business New Age. Et donc, je prends le contre-pied de tout, donc le quantique à toutes les sauces, évidemment. Il n'y a rien en physique qui justifie toutes les récupérations de la mécanique quantique. La confusion du soi avec l'ego, dans le New Age, hein, on n'arrête pas d'entretenir cette confusion-là, ça mène à l'ego spirituel d'ailleurs. Le syndrome du sauveur, les gens veulent faire des stages, etc. Ils espèrent rencontrer le type qui est vraiment compétent, qui n'est pas un arnaqueur, le médium, le machin, le ceci, le cela. Ils mettent en lui leurs espoirs et sans comprendre qu'on se sauve soi-même, ça peut juste être un catalyseur, pas plus. L'absence de doute, mais il faut absolument douter, simplement on confond le doute mental et le doute émotionnel. Le doute émotionnel mène à la peur. Dès que le doute, dès que l'émotion s'empare du doute, ça devient de la peur et là c'est pas bon. Mais tant que vous doutez, tout ce que je vous raconte, vous devez en douter, vous devez le douter. Tant que le doute est mental, ça va même vous aider à provoquer les synchronicités. Philippe Guillemont nous a dit ça, je le fais, mais je doute. Si vous n'en avez pas peur, ça va vous-même créer des avalanches de synchronicité. Vous savez pourquoi moi je vis des avalanches de synchronicité? Parce que j'arrête pas de dire à l'univers, oui, mais ça ne suffit pas. Je doute, ouais, je ne suis pas encore sûr. Voilà. Et donc mes synchronicités, je les vis en cascade, parce que je n'arrête pas de douter. Et donc on me resserre jusqu'à ce que je sois capoute. C'est-à-dire je dis stop, non je n'étais plus. Voilà. La pensée positive est contraire au libre arbitre. Avant de faire un choix, il faut toujours envisager le non. Il faut toujours envisager il faut toujours penser négativement. Les expériences de Libé, les neurophysiologistes Libé, ont démontré que le libre arbitre n'existe pas. On ne prend pas nos décisions librement parce que ça se traduit par une activité cérébrale qui arrive avant la conscience de cette activité, sauf dans un seul cas, dans le cas où on annule la décision qu'on allait prendre. Donc, savoir annuler, savoir dire non, c'est quelque chose qui est positif pour le libre arbitre. Bien sûr, il ne faut pas que ça dégénère en pensée négative, c'est-à-dire prise en charge par l'émotionnel. Il faut juste que le non soit pris en charge par le mental, mais pas par l'émotionnel. L'absence d'effort, franchement, on n'est pas des êtres éveillés qui n'avons plus besoin de faire d'efforts. On est des bourrins, prisonniers, et on a absolument besoin de faire des efforts pour sortir de nos prisons. Et la loi d'attraction, on oublie toujours la loi de la répulsion. La loi de la répulsion qui vient tout simplement de la résistance du futur. Voilà. Moi, la première fois de ma vie où je suis tombé en panne sur l'autoroute, c'est le jour où je prenais la décision, je signais l'acte le plus important de toute ma vie. D'accord ? J'aurais pu prendre ça pour un mauvais signe, or c'était exactement le contraire. C'est parce que j'étais dans une période... C'est parce que je doutais, justement. D'ailleurs, j'emmenais du monde avec moi pour me donner leur avis sur est-ce que j'allais le faire ou pas. J'avais peur que... Finalement, j'ai pas eu peur, et puis j'avais déjà écrit une partie de la route du temps, j'étais déjà dans la bonne... voilà. Donc j'ai compris que c'était un signe, non pas un signe, voilà, un avertissement, c'est mon ancien futur qui résistait. Étant donné que c'était pas, mon nouveau futur n'était pas encore dessiné, mon nouveau futur était instable, mon ancien futur pouvait encore être là, il résistait, il envoyait des bons pour que j'y revienne. Au cas où je prenne mal cet accident. Ou alors au cas où l'un de mes passagers prenne mal cet accident. D'accord ? Et ça, ça, ce sont les décisions qui changent la vie, mais au niveau quotidien, moi, je vais passer ma vie à subir, au début de ma carrière professionnelle, à subir la loi de Murphy,
la loi de l'emmerdement maximum, dans les démonstrations qu'on fait à des industriels, etc. Ce qu'on appelle l'effet démo. Ça, c'est tout le monde, ça vient pas de n'importe où. Ça vient là aussi, le moment où vous devez remporter un marché, le moment où vous devez, le jour où il faut que quelque chose sur lequel vous avez hyper pris soin marche, ça choisit ce moment-là pour déconner. Et les changements de paradigme, c'est notre situation actuelle. Notre situation actuelle, que j'explique par donc une résistance du futur, c'est-à-dire que notre société, elle est encore loin de sortir du parc de la pensée, parce que la majorité de l'Occident est restée matérialiste dans son comportement et dans sa pensée. Vous êtes tous entourés de voisins, d'amis, etc., à qui vous ne pouvez même pas dire que vous êtes allé venu à une conférence de Philippe Dimanche. D'accord ? Parce que sinon vous allez devoir commencer à expliquer, et après on va vous envoyer peut-être, d'accord ? On va vous prendre pour des illuminés, ok ? Bon, tant qu'on vit dans une société comme ça, on fabrique un futur collectif dans lequel on ne peut pas envisager ce que vous aimeriez, c'est-à-dire que nous allions tous vers un futur théorique où voilà, il n'y a plus de terrorisme, il n'y a plus... Parce que, ça y est, les gens, comme par magie, deviennent plus éveillés. Voilà, on a la preuve. Mais non, la preuve, elle ne viendra pas. Notre futur actuel, il est comme ça, il va comme ça, vers le haut. Tout ce qu'il peut faire, vous allez faire bouger, c'est qu'il va descendre. Voilà, mais il ne va jamais aller dans la direction du rêve. Il faudra y aller petit à petit, doucement. C'est la raison pour laquelle nos visiteurs, ils se frappent à la porte. Ils ont le même problème. Ils ne peuvent pas rentrer dans notre espace-temps à cause de la résistance de notre futur. Et donc, le problème de tous ceux qui veulent prouver que ce que je dis est vrai, ou qu'un tel est vrai, que d'autres, parce que je ne suis pas le seul à essayer de démontrer des choses, scientifiquement, des choses voilà, qui sortent qui changent de paradigme, c'est ne pas commettre l'erreur de rechercher la preuve avant d'avoir sensibilisé le public. C'est la raison pour laquelle je fais des conférences. D'accord ? À force de faire des conférences, etc., les gens vont s'habituer, la société va s'habituer à l'idée que tiens, ce genre de phénomène existe, et donc, alors si ça existe, ça veut dire qu'il faut changer de comportement, etc. La société va finir par créer ce futur théorique, et ça a commencé, on y est en train. On est dedans, je ne vais pas donner tous les détails, mais on a commencé à créer ce futur qui va nous faire sortir du parc. Alors, je vais vite terminer. Les témoignages, les expériences de mort imminente le montrent. Aujourd'hui, ça passe dans le mainstream. D'accord ? Bon, ils disent que c'est le cerveau qui continue après la mort, parce qu'ils n'osent pas employer le terme de conscience. Bon, ça, c'est le politiquement correct. Bon. Ce que les témoignages d'expériences de mort imminente nous montrent, c'est les mêmes conclusions que finalement lorsqu'on étudie la mécanique, c'est-à-dire le billard correctement, c'est-à-dire qu'il faut rajouter 3 dimensions à l'espace, d'accord ? Et surtout que la conscience et l'espace, c'est la même chose. La conscience et l'espace, parce que comme notre réalité est une illusion, qu'est-ce que c'est que l'espace ? L'espace, c'est notre conscience, après tout, c'est évident. Parce que vous n'êtes conscient qu'à travers votre sensation de l'espace. Et donc, les témoignages de mort imminente ne font que nous dire des choses qui correspondent à une vision rationnelle de la mécanique, où on identifie l'espace à la conscience et où on rajoute 3 dimensions supplémentaires, qui sont des dimensions vibratoires. Donc, champ de vision illimité, déplacement à travers les murs, ça vient du changement de densité. La conscience n'est pas à la même densité d'information. Quand on a par exemple les neutrinos qui traversent la Terre, il y a les physiciens connaissent plein de particules de matière qui sont capables de traverser n'importe quel milieu. Imaginez une particule qui traverse toute la Terre, il y en a plein. On est sans arrêt transpercé par des rayons cosmiques. Donc il n'y a pas de souci à envisager qu'une partie de nous qui serait de moindre densité puisse traverser les murs. Perception depuis partout à la fois, c'est normal si la conscience est l'espace. Sensation d'être l'objet perçu pareil. Sensation d'être hors du temps, c'est normal. On est bien hors du temps, vision par transparence. La pensée sert de système de navigation, c'est normal quand on est en position, quand on n'est plus contraint par la conscience. On est soumis à une mécanique qui ne dépend plus des conditions quand on n'est plus contraint par le corps, mais des conditions initiales et des conditions finales. On pense, on arrive à destination.
Pas de différence entre percevoir et être, toujours pareil, la conscience c'est l'espace. Et la conscience semble avoir les caractéristiques d'une fonction d'onde capable d'expansion ou de localisation, c'est normal, parce que la conscience, c'est l'information quantique. L'information quantique, c'est l'information de la conscience. Alors, les psychologues américains ont démontré que la conscience a un fonctionnement différent du cerveau et que cette conscience a un fonctionnement quantique. On voit vers la preuve importante très récente, c'est le dernier livre de Sylvie Lettiola et Jean-Charles Fournier, qui ont pendant des années et des années étudié, il n'a pas après avoir sélectionné énormément de... Enfin bon, je ne vais pas dessus. Ils ont fait des expériences qui ont démontré d'une façon absolument époustouflante la réalité de la possibilité de récupérer des informations en dehors du corps, comme si on se déplaçait, comme si la conscience naviguait à l'extérieur. Que la conscience navigue réellement ou pas, on s'en fout, parce que de toute façon, l'espace est une illusion. D'accord ? Donc, en tout cas, ces expériences nous ont appris, donc ces expériences avec une personne qui est capable de sortir de son corps à volonté. D'accord ? Ou en tout cas, d'en avoir la sensation. Elles nous ont appris une différence fondamentale entre le cerveau et la conscience qui montre que le cerveau handicape la conscience. C'est-à-dire que, et ce qui est logique si on adopte la théorie de Penrose selon laquelle la conscience réduit les états quantiques. C'est-à-dire que l'activité cérébrale supprime dans ce cas-là la conscience hors du corps. C'est-à-dire la partie de l'information qu'a notre conscience hors du corps est forcément supprimée à l'intérieur du cerveau puisque le cerveau réduit l'information. Bon. Donc ça se traduit par la sensation de comprendre ce qui se passe, mais sans pouvoir l'analyser ou formuler de pensée, par la perte totale ou partielle de mémoire ou de compréhension une fois qu'on a réintégré le corps. On ne sait pas expliquer ce qu'on a vu et ce qu'on a ressenti. Réintégration du corps, dès que on se met à penser comme si on avait encore notre cerveau, paf, on revient dans le corps. Et difficulté à satisfaire le programme d'exploration, justement, qui était un programme scientifique, mais ils y sont quand même arrivés. Parce que lorsque le type il est sorti de son corps, il n'est plus du tout dans le même état d'esprit, il n'est plus dans l'expérience. Il va où il veut. D'accord ? Il ne va pas là où on lui a dit d'aller avant qu'il... C'est normal. Il est un peu comme s'il était mort. Bon, enfin bon. Non, mais c'est pour aller vite. Donc la pensée semble fonctionner en dehors du cerveau, mais pas sur un mode mental résonnant, et c'est pas étonnant puisque la pensée, cette partie, c'est l'intellect qui est plongé dans le temps, d'accord ? Et il y a une partie de la pensée qui est dans la densité de la conscience et qui ne fonctionne pas sur le même mode, mais hors du temps. Donc ceci, ça milite en faveur de la différenciation entre deux niveaux de la conscience qui est dans son cerveau et la conscience qui est en dehors du cerveau. Mais il faut rajouter une troisième densité, qui est ce qui se passe après le tunnel. Et là, on ne sait pas. Le fameux tunnel des expériences de mort imminente, c'est quand les gens sont vraiment morts. Les gens qui vivent des expériences de mort imminente, bon, Jean-Jacques Charbonnier dit qu'ils sont morts, tout le monde n'est pas d'accord, et certains disent que c'est pas encore la mort, ou c'est une mort provisoire, on ne sait pas, ça c'est des problèmes de terminologie. Toujours est-il que c'est vachement important de faire la différence entre l'expérienceur qui est sorti de son corps, du fait qu'il est mort ou qu'il a fait une OBE, et celui qui est rentré dans le tunnel et qu'on ne reverra jamais parce qu'il est vraiment mort. Donc ça rajoute une troisième densité. Voilà, et tout ça, donc c'est pour, je pense qu'il faut que j'aille vite là. Donc, ça m'introduit. Alors, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, ma théorie se rapprochait de plus en plus de l'arbre de vie de la Kabbale. Alors, du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter de faire, de présenter mes trois densités comme étant différentes. Et donc, je vais rajouter le truc en bas qui correspond à la cristallisation dans le présent. Et en plus, du coup, j'ai regardé un peu la Kabbale et ça marche très bien finalement. Moi, je rajouterais simplement... Alors, la Kabbale, ce qu'elle apprend, c'est qu'elle nous apprend, c'est qu'il y a un canal privilégié
pour passer de la densité de la conscience à la densité du soi à la densité du moi. C'est le canal qui réunit le soi, le mental supérieur, qui contient la connaissance universelle, et l'émotionnel. L'émotionnel. C'est-à-dire que l'intuition passe par le canal émotionnel. Et lorsque on supprime le canal émotionnel d'une race, lorsqu'on supprime le canal émotionnel d'une société, on les fait tous dégénérer. On finit par avoir un mental atrophié dans l'intellect. Les scientifiques, à l'heure actuelle, sont en train de perdre leur connexion à l'intuition à cause du formatage qu'ils subissent dans leur enfance. J'explique dans le livre qui va apparaître dans 6 mois que j'ai moi-même subi un formatage durant mon enfance que par miracle j'ai réussi à éviter, et ça grâce à un certain nombre de choses que je ne vais pas raconter maintenant, ce qui m'a rendu un peu rebelle, et ce qui a déterminé même le fait que j'en arrive jusque-là à faire ce genre de conférence. C'est très important de conserver l'équilibre entre le mental et l'émotionnel. Il est très grave de supprimer dans un peuple, comme on le vit actuellement en Occident, le canal émotionnel. C'est extrêmement grave, c'est ça qui nous mène vers le transhumanisme. D'accord ? Bon. Et donc c'est juste pour résumer en disant que ces 3 densités de la conscience, on peut les représenter selon 3 cercles temporels, et surtout dire que ce ne sont pas des couches d'informations qui sont à l'extérieur de nous, ce sont des couches d'informations qui sont à l'intérieur de nous. D'accord ? Tout est en nous. D'accord ? La manière dont on se représente les choses, on peut voir des entités, par exemple, on peut voir peut-être l'aura ou j'en sais rien, mais tout ça, c'est à l'intérieur de nous essentiellement. Après, c'est un mode de représentation. D'accord ? Et donc, pour conclure, bon, je vais aller un peu vite. Pour conclure, je vais juste me lire, donc parce que c'est important, c'est ce qu'il faut retenir. Donc les synchronicités et autres phénomènes extraordinaires nous dévoilent des dimensions intérieures où les lois physiques ne sont défiées qu'en apparence. C'est pas contraire à la mécanique. L'action ou la navigation de la conscience traduit simplement la causalité inverse, la cause finale, qui est liée à l'intention, qui a été oubliée par la science volontairement, parce que la science s'est construite par opposition aux religions. Et bon, c'est normal de se défaire des religions, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Donc, cette cause inverse existe déjà dans notre réalité. La seule chose que vous devez faire, c'est de l'expérimenter, pas du tout de me croire. Le temps n'existe pas, ça c'est un résultat de la physique. La sensation du temps, ça c'est ce que je dis, correspond à une vague de densification de la conscience collective qui vient modifier localement la réalité à une ou plusieurs époques simultanées. Ça, c'est, on va dire, le film Cloud Atlas. La plus grande leçon que l'humanité doit assimiler, c'est que nos pensées et nos états de conscience créent notre réalité malgré l'apparence du contraire. Pourquoi on ne le croit pas? C'est à cause d'une atrophie du mental dans l'intellect que vit l'Occident, faute de reliance. Et la compréhension de cette leçon est fondamentale pour sortir l'homme de sa prison et lui faire retrouver les qualités morales et spirituelles humaines, l'amour, la compassion, le don de soi, la joie de vivre, le sens de l'émerveillement, etc. Voilà, je vous remercie.